Et sur ce plateau de Canal Matin, eh bien, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir et surtout l'honneur de recevoir Monsieur Jacques Bondiao, qui est ingénieur logiciel camerounais et auteur. Je rappelle que Jacques Bondiao est le tout premier Africain à occuper un poste de manager au siège de Microsoft dans la Silicon Valley. Et donc, il est avec nous aujourd'hui. Il faut dire globalement que Jacques Bondiao est reconnu pour ses contributions dans le domaine des technologies, de l'informatique, de l'information et surtout de la communication. Bonjour et surtout bienvenue parmi nous. Bonjour à vous, merci de m'avoir invité. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Super. Ça fait plaisir de savoir que vous avez côtoyé des géantosaures, un peu comme Elon Musk. Et ils sont nombreux, il y a quelqu'un d'autre, Bill Gates autant pour moi, oui. Et que vous restez aussi, bon... Vous restez le même. Le même, aussi simple, aussi humble. Je ne sais pas si c'est humble. En effet, j'ai eu la chance, par mes fonctions, de rencontrer de tels personnages. Mais c'était surtout dans un cadre de travail. Ingénieur, vous l'avez dit, je travaillais chez Microsoft. J'y étais un manager pendant une dizaine d'années. Et Bill Gates, pour en revenir à lui, était simplement notre patron. Ah, et au-delà de cette rencontre, j'ai eu la chance de faire partie de la délégation qu'il a conduit en Afrique du Sud. Ça date, hein, vous êtes très jeune, mais c'était en 2003. Septembre 2003. Okay. Voilà, parce que j'y allais pour parler de technologie, présenter un projet d'université virtuelle africaine dont je suis devenu le premier président. Super. Alors, une question simple et complexe à la fois. Comment devient-on le premier Africain désigné manager au poste de Microsoft? Là, nous sommes en 1988 par là. 98. 98 par là, oui. Oui. Bon. Je n'ai pas fait de concours pour être le premier Africain, pour ainsi dire. J'ai été simplement débauché par Microsoft parce qu'il s'agissait de cela dans un contexte très particulier. C'est-à-dire que Internet avait pris son envol et Microsoft avait du retard. Il faut bien le dire, les jeunes gens ne le savent pas. Microsoft avait du retard. Microsoft, ce géant qui gagnait toutes les batailles, qui était en tête dans tous les domaines pratiquement, avait pris un retard, je dirais même considérable, sur l'Internet. Et Microsoft avait donc besoin de riposter, pour ainsi dire. Voilà, c'est la formule consacrée. Était donc à la recherche davantage d'ingénieurs qui lui paraissaient brillants, inventifs, tout ce que vous voulez. C'est donc dans ce contexte que moi, je suis recruté. Je dois d'ailleurs dire que je travaillais chez PricewaterhouseCoopers en tant que manager informaticien. Donc, ils m'ont fait une proposition qui, a priori, était belle, certes, mais ne me poussait pas forcément à partir de la côte Est vers l'autre côté. C'est quand même 7 heures de vol, hein. Vraiment, c'est tout un continent. Et je dois aussi dire que ma femme avait des réticences voilà, pour ce départ, et à juste titre, je dois le dire, parce que nous avons notre fille qui venait de naître une année à peine. Et voilà, le boulot que j'assumais, voilà, ça nous était tout à fait satisfaisant. Je dirigeais des projets très intéressants à PwC. Donc, du coup, elle était réticente. Je dirais même qu'à la limite, elle était contre. Seulement, j'ai essayé de mesurer l'enjeu. Voilà, vous avez parlé justement de Bill Gates, tout ça. C'est l'environnement qui m'a quand même séduit. Mais je n'avais pas encore pris la décision avant les interviews. Je suis donc allé faire les interviews au terme desquelles on m'a fait une proposition. Mais ce qui a retenu mon attention, et par la suite, je suis venu convaincre ma femme, je lui ai dit, cet environnement est impressionnant. Tout le monde paraît plus intelligent que vous. Ce qui est un sentiment que beaucoup trouvent normal. Lorsque vous arrivez chez Microsoft la première fois, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Pourquoi est-ce qu'on m'a recruté alors que celui-ci... Il est plus intelligent que moi. Voilà. Donc, et l'environnement aussi. Beaucoup de gens étaient en short, t-shirt, etc. Je n'arrivais pas à faire... Très décontracté. Hein. Très décontracté. Je n'arrivais pas finalement à faire une différence entre les managers et les subordonnés. Et qui plus est, j'étais venu en veste, cravate comme là, donc j'étais un peu embarrassé en fait. Je ne connaissais pas la culture de Microsoft, mais précisément cette culture d'entreprise. Le genre de questions qu'ils m'ont posées en profondeur m'a convaincu d'y aller. Je suis donc retourné sur la côte Est. J'ai dit à ma femme, vraiment, c'est le pied
il faut y aller. Ce n'est même pas une affaire d'argent. Je vais parce que j'aurai la chance d'être entouré de gens extrêmement brillants, en tout cas plus brillants que moi. Et ce serait pour moi véritablement une source d'apprentissage. Super. Et un challenge. J'espère donc que j'ai atteint cet objectif. Je dois dire que ma femme, on a coupé la poire en deux, passez-moi l'expression. Je lui ai dit, je vais y aller. Ils ont dit qu'ils vont me loger gratuitement pendant 6 mois. D'accord. Je vais y aller. Je travaille pendant 6 mois, toi tu restes ici, voilà, tu prépares ton arrivée là-bas. Si les choses se passent mal, parce que je n'étais pas si sûr de moi, je pouvais aller là-bas, on me virer là-bas, en fait, dans ce milieu-là, c'est un claquement de doigts, voilà. Donc si les choses se passent mal, je retourne tranquillement à mon boulot. Et Dieu merci. Voilà, et si ça se passe bien, mais tu viendras 6 mois après. Voilà pourquoi j'ai Et fini. je présume qu'elle doit être très fière de vous aujourd'hui, votre épouse. Oui, elle est très fière, mais en même temps, je vais vous surprendre en vous disant que ma femme a toujours pensé que je devrais être un avocat. Et l'avocat des causes perdues. Ah oui. Comme Benda, l'avocat des causes perdues, quand on n'y croit plus, etc. Je vous assure, sincèrement, elle a toujours pensé ça. Je ne sais pas si j'aurai le talent d'être un avocat, mais c'est vraiment son jugement. C'est vrai qu'elle n'est pas une experte en technologie. Ma femme, c'est CPA, c'est-à-dire elle est expert comptable dans le système américain, elle a un MBA. La technologie, oui, elle manie la technologie comme tout le monde, mais elle n'a pas une passion particulière pour la technologie. Voilà, à cause des dérives qu'elle constate, l'IA, tout ça, voilà. Mais on va dire quand on excelle dans la philanthropie, on n'est pas moins, on n'est pas loin aussi de, voyez-vous, c'est pratiquement la même chose, parce qu'on se fait une sorte de porte-voix justement de toutes ces personnes qui n'ont pas la facilité ou la possibilité de s'exprimer dans un domaine quelconque. Par exemple, aujourd'hui, on va rappeler que vous êtes au Cameroun. Il est camerounais, chers téléspectateurs. Il est camerounais, je vous en prie. Donc vous êtes au Cameroun depuis pas mal de temps à la faveur de pas mal de projets, notamment le projet dénommé la CAS des entrepreneurs. Oui. Et pour la circonstance, vous avez choisi la ville de Ngaoundéré. Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez porté votre choix sur la jeunesse? Bon, la jeunesse, pour moi, ça allait de soi, parce que j'étais relativement jeune à l'époque où j'ai eu cette opportunité. Vous avez estimé vous-même que ça s'est plutôt très bien passé. Et je me suis dit, ça n'a pas été sorcier finalement, ce que j'ai fait. Même s'il est vrai qu'il y a derrière tout cela quand même un père, peut-être on aura l'occasion d'en reparler. Je ne serais rien sans mon père, je dois vraiment vous le dire sincèrement. Il a tout fait pour que nous ayons une éducation adéquate. D'accord. Bon, j'ai choisi Ngaoundéré en l'occurrence. D'abord, c'est toujours dans le même esprit de la vision, on va dire, de ma femme. D'accord. J'estimais que j'avais fait beaucoup de rencontres, de conférences notamment à l'international, Harvard, Silicon Mountain, un peu en Inde. Je suis très familier de l'Inde. Tout cela, certes, j'essayais d'apporter cette expérience que j'acquiers là-bas, ici chez nous, mais je me suis dit, véritablement, c'est dans des contextes les plus défavorisés qu'il faudrait que je porte mon action. C'est-à-dire que ce serait très bien que j'aille à Yaoundé, à l'Estique, comme je l'ai fait d'ailleurs, faire une conférence, que j'aille aider les gens à Douala, mais peut-être en Ngaoundéré, ce serait mieux. Parce que j'avais constaté, en effet, que lorsque l'on nomme même certains professeurs chez nous, pour qu'ils aillent dans le Nord, nous le savons, ils considèrent ça, voilà, pour rester poli, comme si c'était quelque chose de compliqué. Oui. Voilà. Donc moi je me suis dit, c'est précisément là où... Parfois aussi, c'est parfois à raison. Hein, Ah oui, ça j'en conviens. J'en conviens, c'est à raison. Mais Ngaoundéré a aussi eu quelque chose de très très louable. C'est-à-dire que lorsque j'ai fait la conférence que j'ai faite en Ngaoundéré, il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient très intéressés. Ils m'ont posé beaucoup de questions. À la fin, je me suis fait le plaisir d'aller rencontrer le directeur de l'IUT. L'IUT de Ngaoundéré, c'est-à-dire, ça correspond un peu à la technologie, etc. Le professeur Hadji Mohamedou. Et il m'a présenté les projets qu'il était en train de mettre en place. Et c'était des projets avec des moyens vraiment très limités. Je veux même être très précis. Il a mis en place un système d'énergie solaire. Wow. C'était en effet la première fois que je voyais, dans notre contexte en tout cas, dans une petite ville comme Ngaoundéré, un universitaire qui travaille avec des jeunes gens, qui fait des choses très intéressantes.
Mais je me suis dit, bingo, c'est ce genre d'initiative, justement, qu'il faudrait porter, qu'il faudrait soutenir. Super. Donc, voilà, on a donc créé ce centre en Gaoundéré. Monsieur Jacques Bondiao, avec vous, on va regarder l'écran, on va commenter 2 ou 3 photos, parce qu'on vous a vu, on a vu des photos de vous avec des grandes personnalités. On vous a vu aux côtés de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Oui. On vous a vu aussi. Je ne sais pas si la régie peut être avec nous pour ensemble commenter bien évidemment ces photos de ces personnalités que vous avez pu rencontrer durant votre parcours. En attendant qu'elle soit... Donc là, nous avons le président Aïdjo. Avec mon père. Avec votre père. Oui. Ah, super. Oui. Ok, nous sommes en quelle année là? J'imagine c'est vers les années 75 par là. Voilà. D'accord. On va passer à la prochaine image. C'est un portrait de mon père. Un portrait de votre père. Et là, on parle de centenaire de naissance de Joseph. Oui, d'ailleurs, le centenaire, c'est pour bientôt. Vous allez le célébrer. Oui, on a déjà commencé la célébration du centenaire. Ah, en super. effet. Voilà. Une autre image, oui. Non, je disais parce que je voulais parler du président Gbagbo, mais apparemment vous voulez. Oui, parce que les images, certaines. Voilà, là nous avons le président Laurent Gbagbo. Bon, effectivement, comme vous l'avez dit, j'ai côtoyé un certain nombre de personnalités. Mais l'une des personnalités qui m'a le plus marqué, c'est le président Gbagbo, justement. Pas forcément en tant que président, hein, sinon je citerai aussi le président Ouad que j'ai rencontré, etc. Je rencontre le président Gbagbo, si vous permettez. Comment est-ce que je le rencontre? Je vous ai parlé du voyage avec Bill Gates en Afrique du Sud. Il est représentant, le président Gbagbo est un représentant, en la personne de Kragbe, Vincent Kragbe, qui est son conseiller spécial pour les TIC. Ok. Voilà. Kragbe est invité par nous, parce qu'on essayait d'inviter les conseillers spéciaux des différents leaders. Et il me croise, moi je ne le connais pas personnellement, il me croise et dit, le président Gbagbo souhaiterait vraiment que vous veniez le voir si vous êtes disponible. D'accord. C'est le conseiller spécial qui me dit qui vous ça. le dit. Voilà. Évidemment, j'en suis très honoré. On prend rendez-vous, je ne sais pas, peut-être 2 mois après, etc. Lorsque j'arrive, le président Gbagbo, qui est très très décontracté, me dit quelque chose qui me frappe. Il me dit, bon, merci vraiment d'être venu. J'ai mon conseiller spécial, Vincent Kragbe, qui m'a dit, monsieur le président, je vais vous proposer quelqu'un de meilleur que moi. Oh. Voilà ce que le président me dit. D'accord. Donc, ça en dit long déjà de Kragbe, qui est son conseiller spécial. Oui. Il a dit au président, je ne sais pas si je suis meilleur que lui, mais je vous dis, ça c'est ce qu'il a dit au président. Et le président a apprécié. D'accord. Le président me fait donc venir souhaitant que nous travaillions ensemble, en équipe. C'est un travail d'équipe finalement, en équipe. En ce moment-là, Kragbe cumulait même 2 fonctions. Il était PCA d'une très très grande structure et CEO. Bon, il souhaitait même que j'en sois le CEO, mais pour des raisons personnelles, voilà. J'ai décliné l'offre. Mais j'ai travaillé effectivement avec le président Gbagbo. Super. Et j'avais accès au président à tout moment. Je n'étais d'ailleurs pas le seul, parce que si vous voyez sur cette photo, la dame qui est au milieu est l'avocate du président Gbagbo. D'accord. Elle a travaillé avec nous. Il se trouve que c'est une Camerounaise française aujourd'hui. Voilà. Lucie Bourtumieux, maître Lucie Bourtumieux. Voilà. On a travaillé, on avait un accès facile au président Gbagbo. Ça a facilité le travail que nous avons fait. Je tiens à dire que je n'étais pas seul, parce que vous allez croire peut-être que j'ai eu un privilège tout seul d'accéder au président Gbagbo. Voilà le genre de personnes qui accédaient au président. D'ailleurs, Vincent Kragbe, il le tutoyait, il l'appelait Doudou, son petit nom. Je dis bien son... Évidemment, nous, on ne pouvait pas tutoyer le président. Moi, il me tutoyait. Moi, je ne pouvais pas me le permettre. Donc, ça s'est très bien passé. Et je finirai en disant ceci. C'était le centre de technologie dans une zone qui s'appelle le Grand Bassam. Le Grand Bassam. Je connais le Grand Bassam. Et il existe encore aujourd'hui, ce centre de technologie, qui a beaucoup prospéré. Et beaucoup de gens ignorent que
à l'origine, c'est le président Gbagbo qui avait lancé, avec nous bien sûr, qui avait lancé ce projet. Et je suis content quand même que le président Ouattara ait poursuivi sur la même dynamique. On va rappeler plusieurs années après que c'était avant-coureur, parce qu'aujourd'hui on parle Oui. de tout numérique, Tout à fait. économie numérique, Tout à fait, tout à fait. C'était vraiment un projet avant-gardiste. Hein. Tout à fait. Donc, en tout cas, chapeau bas. Merci. Monsieur Jacques Bonjao, c'est un privilège de vous avoir sur ce plateau. Et à noter que votre intérêt n'est pas uniquement porté vers l'entrepreneuriat jeune. Vous êtes également très sensible aux questions qui sont liées à l'intelligence artificielle. D'ailleurs, vous avez un manifeste que vous avez mis sur pied, intelligence artificielle, une vision pour l'Afrique. Pour l'Afrique, oui. Je crois que vous l'avez écrit avec Dorian Nongen, qui est un jeune polytechnicien de Paris, PhD à Polytechnique. Il se trouve d'ailleurs que c'est mon neveu, beaucoup plus jeune que moi. Il est dans sa trentaine. Alors, devrait-on craindre de vivre avec, d'évoluer avec l'IA ou pas? Craindre, je ne dirais pas. Mais il faut vivre, intégrer l'IA dans nos vies en essayant, autant que faire se peut, de la maîtriser. Comme vous le savez très bien, j'ai le privilège d'être souvent invité à des sommets internationaux. Généralement, j'essaie de sélectionner celles de ces rencontres qui ne sont pas des lieux de bavardage, on va dire, mais où les décisions peuvent être prises. En l'occurrence, il y a eu le dernier sommet de Paris auquel j'ai été convié, et nous avons eu des discussions très très importantes relativement d'ailleurs à votre question. Comment est-ce qu'on peut encadrer l'IA? Parce qu'autant l'IA présente des avantages formidables, autant il y a des dérives qu'il faut craindre. Ce n'est pas à vous que je dois le rappeler. Et ces rencontres permettent donc de pouvoir porter la voix de l'Afrique. Pourquoi la voix de l'Afrique? Parce que d'abord, elle est très spécifique. Nous avons des valeurs qui ne sont pas forcément des valeurs occidentales. Nous avons des jeunes talents brillants ici que nous n'exploitons pas véritablement. Donc, quand on prend les décisions, on présume toujours que l'Afrique ne devrait pas faire partie de ces décisions-là. Et nous disons non. Ils doivent nous inviter, ou plutôt on doit s'inviter à la table. Pas forcément par complaisance, pas forcément, j'allais dire, par pure courtoisie, mais parce que nous méritons être présents. Et je crois qu'il commence, l'Occident dans sa globalité commence à comprendre cela petit à petit. On a parlé du voyage de Bill Gates. Bill Gates le reconnaît volontiers. Avant qu'il ne fasse ce voyage en Afrique, il pensait qu'un Africain, peut-être moi en l'occurrence, c'est une exception d'être au fait de la technologie. Mais il a été très surpris de ce qu'il a vu en Afrique. Et c'est par... Oui. Tout à fait. Et ça fait penser à cet ouvrage du père Angel Benvin qui disait, il rêvait en fait d'un monde où blanc et noir échangeraient d'égal à égal sur une table. Donc c'est le cas aujourd'hui. Oui. Ça dépend du positionnement. Quand vous avez apporté, comme c'est le cas, pour ne pas me redire, c'est clair qu'on vous reçoit différemment, avec davantage de respect et de considération. Monsieur Jacques Bonjao, on dit également que, bon, je ne sais pas si vous partagez cet avis, que notre pays est un potentiel, c'est évident. Moi-même, il va sans dire, notre pays regorge un potentiel énorme. Mais pourquoi est-ce que les jeunes sont de plus en plus vident le pays? C'est une très bonne question, madame. J'en parle pratiquement tous les jours. C'est vrai que nous avons beaucoup de talent. Vous avez parfaitement raison. On ne le dira jamais assez. Et d'ailleurs, le sens de notre démarche dans la structure que nous avons mise sur pied à Kribi, c'était de faire en sorte que ces talents-là soient exploités, qu'ils puissent créer leur propre start-up, créer des emplois et ne pas avoir le besoin de partir. Je crois que nous avons connu un succès relatif. Nous sommes relativement satisfaits. Mais dans le même temps, je suis à la limite choqué de voir que nos meilleurs talents que nous arrivons à former, une fois qu'ils décollent, comme on dit dans le jargon, ils préfèrent toujours partir. Fuite des cerveaux. Voilà. Ils préfèrent toujours partir. Je crois que c'est une question, je n'ai pas forcément la compétence pour l'analyser. Il faudrait peut-être la confier à des sociologues. C'est pas lié à la survivance parce que... bon. Non, vous avez raison. C'est-à-dire que certaines raisons sautent aux yeux. Moi, je vais prendre un exemple précis qui n'étonne personne. Je suis allé au Bénin
il y a une vingtaine d'années Tout à fait. pour donner une conférence. Le Bénin était un pays vraiment à la limite, comment je pourrais dire, pour ne pas être discourtois. Il n'avait pratiquement rien dans le domaine de la technologie. À l'époque où j'allais présenter mon livre « Internet, une chance pour l'Afrique ». Mais aujourd'hui, je vais vous dire honnêtement, j'ai pas le courage, passez-moi l'expression, de retourner au Bénin. Mais pour de bonnes raisons, en fait. C'est-à-dire que j'apprécie, c'est une manière de vous dire que je suis très impressionné par les progrès qui se fait là-bas. Bon, et c'est pas que le Bénin, le Sénégal aussi, dans une certaine mesure, et j'en passe. Qu'est-ce qui explique notre retard dans ce domaine? D'abord, je vais vous dire, je vais prendre un exemple précis, je n'en dis pas plus. Même s'il y a eu une évolution positive, l'accès à Internet coûte cher au Cameroun. Il faut bien se le dire. Nous devrions le dire. Ça coûte cher. L'accès et la qualité. Et la qualité, merci. Ça coûte cher. C'est pas normal. Je suis du secteur privé, j'ai passé l'essentiel de ma carrière au secteur privé. Je suis de ceux qui pensent, qui sont conscients de l'extraordinaire difficulté qu'est de créer une entreprise comme la vôtre, recruter les gens, etc. Ça, j'en suis conscient. Il ne faut pas qu'on pense que c'est un claquement de doigts. En même temps, lorsque des entreprises font des profits astronomiques, ce qui me fait naturellement plaisir, parce que c'est une récompense normale. Mais lorsque les entreprises de technologie, les entreprises qui donnent accès, font des profits astronomiques, et qu'en même temps, nous avons des coûts ou même de la qualité qui sont vraiment limites, on peut s'interroger. Effectivement. On peut s'interroger, c'est une interrogation légitime. Oui. Voilà. Donc, au-delà même de ce que l'État devrait faire, il y a quand même la conscience citoyenne. Les entreprises doivent quand même être des entreprises citoyennes. Et au-delà de ça, pour rester dans le même sillage, Monsieur Jacques Bonjao, je me dis en fait que votre savoir-faire peut être apporté vraiment public, à la portée de tout le monde. Et pour davantage le faire, on a pu vous voir aux côtés des chefs d'État et consorts. Je ne sais pas si vous avez fait la démarche pour un accompagnement en fait du gouvernement afin que ça puisse être bénéfique pour, on va dire, le territoire national, pour l'ensemble de la population. Oui, je dois dire en effet que nous avons travaillé avec le Minepat. Je dois le dire, je dois rendre hommage. Voilà. Si je cite des personnes, j'en oublierai. Mais je dois quand même rendre hommage au ministre Motazé, au Minepat, quand il était au Minepat, nous avoir soutenus dans notre démarche. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Je dis encore une fois, le coût de l'accès à Internet, la qualité, comme il le disait, c'est terrible. C'est inacceptable. Je vous assure que lorsque nous avons lancé le projet, peut-être vous êtes au courant, sans doute êtes-vous au courant, de la télémédecine. Qui a donné lieu à des explosions, les Arthur Zhang qui a créé le cardiopathe, etc. Oui. Nous avons fait un travail d'avant-garde. Mais ce projet a été pratiquement plombé à cause du coût de l'Internet. Parce que qui dit télémédecine dit Internet, c'est le pilier. Il faut avoir une très bonne connexion, la qualité on n'a pas pu s'en sortir, si bien qu'on était obligé de redimensionner le projet finalement. Alors que c'est un projet qui, à mon avis, était un projet quasi révolutionnaire. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Même les Nations Unies l'ont dit et nous avons obtenu un prix précisément des Nations Unies. Mais pratiquement rien n'a été fait pour l'accès à Internet. Monsieur Jacques Bonjao, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il nous regarde et je suis d'accord. C'est pour ça que je suis là, madame. C'est pour ça que je suis là. Oui. Super. Exact, merci. Ben, écoutez, on aimerait vous garder, vous êtes très intéressant. C'est hyper intéressant. Et avec vous, on apprend vous aussi, beaucoup. On aimerait vous garder peut-être pendant plusieurs heures, mais bon, le temps nous tient, le temps nous court après. Donc, monsieur Jacques Bonjao, je rappelle que vous êtes ingénieur, logiciel entrepreneur et auteur. D'ailleurs, nous avons vos ouvrages sur ce plateau. Exact. Et je rappelle que vous êtes le tout premier Africain à occuper un poste de manager au siège de Microsoft dans la Silicon Valley. Merci d'être passé par ici et écoutez, nous avons des yeux rivés vers vous. Hein. Mais merci à vous et j'ai aussi des yeux rivés vers vous. Merci monsieur Bonjao. Oui, on espère vous recevoir d'ici à là. Ce sera pour la célébration du centenaire, c'est cinquantenaire ou centenaire? Centenaire de sa naissance. Centenaire justement de la naissance de votre papa. Merci. Excellente journée et bon vent. Merci à vous. Allez, on est parvenu.